Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre webinaire diffusé en direct sur le site de la Gazette des Communes. Il s'agit du 5e et dernier rendez-vous du Cloud Tour 2021 par Capgemini. Le passage des collectivités au cloud doit désormais pouvoir s'accélérer grâce notamment à la stratégie cloud au centre de l'État. Les élus et les DGS, donc les directions générales des services, se demandent légitimement comment déployer, piloter et gouverner une démarche cloud qui implique en réalité une transformation globale de leur collectivité. Comment construire sa feuille de route, piloter l'ampleur et la vitesse de cette transformation, comment dépasser la vision technologique au profit d'une approche plus systémique, comment déployer le cloud tout en assurant une bonne transition avec l'existant, comment accompagner et former les équipes. Alors ce sont évidemment des questions qui se posent. L'exemple de la transformation de Radio France nous permettra de voir comment cette grande entreprise de service public déploie le plan Radio France Connecté sur la base d'un cloud hybride au service de ses objectifs stratégiques et en quoi cette démarche est, vous le verrez, très similaire avec celle d'une collectivité. Alors donc nous allons aborder ce grand sujet, très vaste sujet, avec nos intervenants. Vincent Coudrin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission cloud à la direction interministérielle du numérique, donc la DINUM. Tout à fait. Julien Vey, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'excellence opérationnelle du groupe Radio France. Et Eugène Ebara, bonjour. Bonjour. Vous êtes Cloud Advisor et directeur de l'architecture d'entreprise chez Capgemini. Alors, nous, dans ce webinaire, nous dresserons d'abord un panorama de la stratégie française en matière de cloud pour les acteurs publics et nous comprendrons à cette occasion que le moment est propice aux collectivités pour passer au cloud. Nous aborderons ensuite les bonnes questions et pratiques pour déployer, donc piloter et gouverner la transformation de votre collectivité grâce à une démarche cloud. Et nous verrons d'ailleurs que les non-techniciens, ça sera important, ça reviendra dans nos échanges, vous le verrez, que les non-techniciens n'ont pas à avoir peur de s'emparer de la démarche cloud au sein des collectivités, les enjeux étant plus organisationnels que technologiques en réalité. Alors nous finirons ensuite par l'exemple édifiant, donc je le disais à l'instant, de la transformation numérique de Radio France, permise donc notamment grâce au cloud. Une bonne occasion de constater les nombreux points de convergence, donc encore une fois, entre cet acteur de service public et les collectivités territoriales. Enfin, pour finir, chers participants, n'oubliez pas que vous pouvez dès maintenant poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons tout au long de ce webinaire. Donc il n'y a vraiment pas de séance de questions-réponses en fin de webinaire, c'est dès maintenant. Si vous avez déjà une question, saisissez dans le chat et voilà, ça nous sera envoyé dans le studio. On va commencer avec vous, Vincent Coudrin. Donc, en 2018, la stratégie de l'État visait à structurer l'offre de cloud utilisable par l'administration, tandis que la stratégie nationale pour le cloud qui a été dévoilée cette année, donc en mai 2021, place le cloud au cœur même de la transformation numérique de l'État et s'attache à développer la demande et la culture du cloud au sein de l'État. Alors, est-ce que vous pouvez développer donc, ces aspects et puis d'ailleurs en profiter pour nous expliquer la notion de cloud de confiance qu'on entend quand même beaucoup revenir, qui est une notion défendue par l'État. Fort volontiers, merci. Alors, effectivement, il faut commencer par expliquer pourquoi on a besoin de cloud. Ça, c'est le premier point. Le cloud, c'est ce qui permet de délivrer rapidement des services numériques qui vont être scalables, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir passer à l'échelle. On a vu pendant la pandémie que les outils qui ont marché, notamment pour faire communiquer les Français entre eux, mais aussi pour se faire livrer des courses, pour regarder des films sur des plateformes de streaming, c'était ceux qui étaient dans le cloud, c'est-à-dire ceux qui étaient capables de voir leur charge être multipliée par 10, par 100, par 1000, sans discontinuité. Et pour les outils déployés par l'État, on avait ce qui a permis aux fonctionnaires de continuer de travailler, mais c'est aussi l'application Tous Anti-Covid, c'est ce qui a permis aux plateformes de prise de rendez-vous de permettre à des dizaines de millions de Français de prendre des rendez-vous dans des centres de vaccination extrêmement rapidement, etc. Donc tout ça, c'est le cloud. C'est ce qui fait on a besoin du cloud pour développer des services numériques de cette génération. Et plus largement, pour les acteurs industriels privés, on a par exemple on sait que la bataille du véhicule connecté, du véhicule autonome, va se passer grâce à l'intelligence artificielle et donc grâce au cloud. Donc on a besoin du cloud parce qu'on a des enjeux de modernisation et de transformation. Maintenant, en tant qu'État, on a aussi des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit autonome dans nos prises de décision et on ne doit pas non plus nous couper le courant. Et on doit, évidemment, en termes de cybersécurité,
être capable donc d'avoir la garantie que personne ne regarde dans nos data centers. Voilà. Et cette question du cloud de confiance, qui est le premier pilier de la stratégie nationale qui a été dévoilée, comme vous l'avez dit, le 17 mai dernier, c'est celle de la définition d'un cloud de confiance qui va être concédé aux clouds qui vont réunir 3 critères. C'est la qualification de l'ANSSI, Secnum Cloud, c'est l'immunité aux droits extra-européens. On pense au Cloud Act, on pense à des dispositions comme celle-ci. Et puis, c'est le fait d'être basé sur des standards ouverts qui vont nous permettre, le cas échéant, de quitter ces plateformes pour aller en trouver d'autres également de confiance. Voilà, donc ça, c'est la définition du cloud de confiance. Très bien. Alors, merci d'avoir posé déjà ce premier socle. Alors également, la totalité, toujours avec vous, Vincent Coudrin, la totalité des services des collectivités et des acteurs publics en général devrait être accessible en ligne à la fin 2022. C'est une demande de l'État. On sait qu'une part des collectivités n'est pas suffisamment armée pour l'instant pour atteindre cet objectif. Alors du coup, la question qui vient, c'est est-ce que passer au cloud est-il la meilleure solution, en tout cas fait partie de la solution pour elle? Et si oui, pourquoi? Alors, comme vous me posez la question à moi, je vais forcément vous dire que le cloud, c'est fantastique. Oui. Maintenant, le cloud, voilà. Je le disais, le cloud, c'est la capacité en fait, de développer rapidement des services numériques qui sont à l'échelle. Quand vous manipulez une plateforme de services cloud, vous demandez à des gens, à une équipe technique de développer des services, ils sont opérationnels immédiatement. Vous n'avez pas de machine à acheter, d'environnement technique à monter, ils peuvent commencer à travailler immédiatement. Donc ça, en termes d'accélération, c'est absolument phénoménal. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est le fait que l'État mette à disposition, c'est la plateforme Démarche Simplifiée, que je pense notre audience connaît très très bien, donc qui leur permet de dématérialiser des démarches, et on a un guichet du plan de relance qui permet d'accélérer ces démarches. Évidemment, Démarche Simplifiée, c'est du cloud. Oui. Et alors, vous avez déjà commencé à répondre à la question que je vais vous poser, mais quel bénéfice direct et indirect une collectivité peut-elle obtenir en déployant le cloud, de manière générale? Alors, je ferai la différence entre deux. Il y a 2 niveaux de réponse. Il y a d'une part, du point de vue des enjeux métiers, c'est-à-dire des enjeux de la collectivité. Vous pouvez, grâce au cloud, développer des services qui soient innovants, directement visibles pour les citoyens. Je pense à la mairie de Drancy, par exemple, qui a développé des services complètement exemplaires en matière, par exemple, d'utiliser les images de la vidéoprotection pour détecter les dépôts sauvages d'ordures. Ça, c'est vraiment un service qui a été développé extrêmement rapidement, qui est visible pour les citoyens, qui n'aurait pas pu se faire sans le cloud, parce que ça supposait d'entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle, donc à partir de stocks d'images de la ville de Drancy. Donc ça, c'est une chose. Et des exemples comme ça peuvent être multipliés sur les équipements des écoles avec des tablettes pour dématérialiser les livres scolaires, ce qui peut être bien utile en ces temps de pandémie, etc. Donc ça, on a une partie des enjeux qui sont, une partie des bénéfices qui sont visibles du point de vue des métiers, du point de vue des décisionnaires. Après, pour la DSI, on a également des avantages à externaliser, puisque le cloud finalement c'est utiliser les ordinateurs de quelqu'un d'autre, et en fait une partie de ses propres problèmes deviennent les problèmes de son fournisseur de services. Et là, il y a un bénéfice à le faire, associé au fait qu'on peut commencer immédiatement des services sans investissement initial. Voilà. Maintenant, le point dur, et c'est souvent l'éléphant dans la pièce quand on en parle avec les collectivités, c'est le fait que le modèle économique du cloud soit basé sur des frais, sur l'achat de services, et non plus des investissements. Voilà. Et ça, réorienter les budgets depuis les dépenses depuis les investissements vers les dépenses de fonctionnement, en général, on n'aime pas ça. Et là encore, l'exemple de Drancy est assez exemplaire. Ils ont réussi à démontrer qu'on pouvait avoir une stratégie zéro data center, donc en passant tout en service, avec un bénéfice économique. On gagne sur des ETP et on gagne aussi en termes d'optimisation de la dépense. Il faut bien voir que l'investissement proprement dit dans des machines physiques, c'est relativement faible par rapport à l'économie globale de la DSI. Et si on remplace cette partie-là par de l'investissement, enfin par de la dépense de fonctionnement, mais qu'on gagne sur tous les autres postes, on a un bilan qui est positif à la fin. Très bien. Alors ça, c'est vrai que ce sont des notions qui vont parler évidemment aux collectivités. On va développer, on aura d'autres avantages, d'autres bénéfices qui seront effectivement listés et abordés dans la suite
de ce webinaire. Je vais peut-être poser une première question d'internaute là qui est tombée, qui paraît intéressante. On va peut-être la poser dès maintenant. Peut-être. Alors je ne sais pas qui voudra répondre, mais je dirais peut-être Eugène Ebara. Devenir une collectivité connectée et durable grâce au cloud, est-ce onéreux? Et si oui, mieux vaut-il y passer quand même et pourquoi? Voilà, donc une question d'internaute. Alors, devenir une collectivité connectée et durable grâce au cloud, oui. Parce qu'il y a une préoccupation à la fois d'optimisation financière, de consommation des services. Donc on va déployer une architecture optimisée au meilleur coût. Et on a aussi une préoccupation d'empreinte carbone. Donc oui, je pense que c'est la bonne voie. De savoir si c'est onéreux, il y a forcément un effort de transformation à considérer. Un effort à la fois organisationnel, de changement j'ai envie de dire, de façon de voir comment on gère les systèmes informatiques et comment on va les opérer. Donc effectivement, ça a un coût. Mais je pense que le plus important, c'est l'acculturation. C'est changer la manière de voir la fourniture de systèmes informatiques avec une adoption cloud qui doit être promu par les décideurs pour pouvoir être déployé. Bon, ça, on développera ça tout à l'heure, mais on encourage cette démarche, même s'il y a un effort qu'il faut considérer. Alors, c'est aussi le moment, alors là on arrive au terme de la première partie, mais on va vous proposer de répondre à un sondage, donc là je m'adresse aux participants donc, qui sont derrière leur écran, donc de répondre à ce sondage, donc à cette question, lequel de ces mots pourrait, donc, entre guillemets évidemment, point de douleur, pourrait prioritairement vous inciter à passer votre collectivité sur le cloud. Donc, est-ce qu'aujourd'hui votre organisation est trop en silo? Est-ce un système d'information trop coûteux, des services publics peu innovants ou trop peu innovants à vos yeux, ou un retard dans la transformation numérique en règle générale? Voilà, on vous laisse répondre. Alors, il faut vraiment aller à droite de votre écran et vraiment cliquer dans l'onglet sondage. Voilà, et le sondage apparaîtra. On commentera bien sûr les résultats de ce sondage en fin de webinaire. Alors Eugène Ebara, on va rester avec vous donc pour attaquer cette deuxième partie de webinaire, donc, qui est vraiment consacrée aux bonnes pratiques pour donc, déployer, piloter, gouverner donc, ce passage au cloud. Et en quoi c'est notamment aux non-techniciens de finalement porter la démarche. En plus des DSI bien sûr, mais voilà, ça ne se limite pas à la DSI, on verra après. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas justement le bon moment pour les acteurs publics de passer au cloud? Alors grâce notamment, là on va parler des évolutions comptables et fiscales qui ont été mises en place par l'État. Est-ce que c'est incitatif? Alors, depuis 2021, les dépenses de IaaS des collectivités sont éligibles au FCTVA. Pour les non-spécialistes, IaaS infrastructure à ce service. Donc, les services d'infrastructure traditionnels que constituent les serveurs, le stockage, le réseau. Voilà. Et donc depuis 2021, ces dépenses-là sont considérées comme des dépenses d'investissement. Ouais. Et donc, c'est un levier qui est intéressant, parce que c'est une rupture radicale avec les pratiques antérieures, et c'est un vrai levier pour les DSI pour accélérer la transition vers le cloud. C'est un des leviers, on va dire. Ouais. Très bien. Et alors, vous avez aussi, alors, sur l'aspect, là je disais comptable aussi, hein, c'est l'aspect aussi abonnement lié à la consommation cloud. Ça, c'est un petit peu hors champ. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est effectivement l'approche de consommation par des modèles de souscription permet d'anticiper sur les prévisions budgétaires aussi pour les DSI. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a, selon vous, Eugène Ebara, une bonne méthode de déploiement, de pilotage et de gouvernance, donc de la transformation d'une collectivité via le cloud? Comment vous avez déjà commencé à en parler de l'acculturation tout à l'heure, par exemple. Je pense que ça, c'est peut-être une base. C'est un point essentiel parce que on peut constater que c'est très inégal, finalement, le niveau de maturité des collectivités. Normal. Ouais. On va trouver des entités comme celle de mon voisin qui sont très matures, qui ont démarré petits, qui ont grandi, qui ont évolué, qui ont créé des services de plus en plus innovants. Et donc, à d'autres collectivités où le cloud, il y a déjà des problèmes d'éléments de langage,
de comprendre ce que ça veut dire, ce que ça implique. Donc je pense qu'il faut être en capacité déjà d'identifier les points de douleur qu'on a, les opportunités potentielles qu'on peut chercher, comprendre par quoi il faut commencer, qu'est-ce qu'on peut transformer, comment je vais migrer mes applications si je dois les migrer, comment je vais traiter l'obsolescence de mes infrastructures et de mes applications, comment je vais aussi opérer mes services une fois qu'ils seront dans le cloud. Donc il faut se poser toutes ces questions-là pour avoir une approche stratégique et ensuite décliner une tactique qui va permettre de mettre les pieds concrètement, un pied dans la porte et commencer les transformations. À commencer par un périmètre qui est circonscrit. C'est-à-dire que on ne part pas à l'aventure en disant on y va, et puis non, on commence avec des choses qui vont montrer des résultats rapides pour pouvoir aussi inciter l'écosystème à embrasser une approche cloud first pour les nouveaux besoins. Merci. Alors Vincent Coudrin, est-ce que ça ne serait pas aujourd'hui aux élus et aux directions générales des services en particulier, qui sont donc des non-techniciens, je le dis depuis tout à l'heure, mais de s'emparer, de lancer cette démarche cloud pour transformer leur collectivité? Alors, ce qui est sûr, Jeanne l'a bien dit, c'est un sujet de transformation. Et comme tout sujet de transformation, ça ne marche pas si ça n'est pas connecté aux grands enjeux de l'organisation globale et si on n'a pas une amicale pression et un élan qui est donné par la direction. Donc là, ça ne fait pas exception. Donc effectivement, on a besoin de ce soutien-là pour que la mécanique se mette en marche. Par ailleurs, le cloud est vraiment connecté aux enjeux. Il faut bien voir, si je prends le parallèle avec l'État, donc on a une stratégie nationale pour le cloud, on a fait une doctrine Cloud First qui dit que tous les nouveaux projets doivent aller dans le cloud. On s'est interdit de construire des infrastructures qui ne soient pas cloud et qui ne soient pas mutualisées à l'échelle de l'ensemble des ministères. Voilà, donc c'est un virage qui est extrêmement radical. Il est suivi par la ministre Amélie de Montchalin qui nous demande régulièrement donc de suivre la mise en œuvre de la doctrine et tous les ministères participent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est connecté aux enjeux de modernisation et de transformation de l'action publique et c'est pour ça qu'il faut choisir le cloud. Effectivement, si on choisit le cloud pour d'autres raisons, ça marchera moins bien. Donc il faut vraiment se faire des convictions sur la corrélation entre quelque part l'excellence des services publics, leur soutenabilité, l'impact environnemental fait aussi partie des éléments à prendre en compte, et la production de services numériques. Les deux sont corrélés dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. D'accord. Alors pour servir justement cette stratégie Cloud First, c'est peut-être le moment de parler des spécificités du marché Cloud UGAP. On va expliquer un petit peu ce que c'est. On est là pour ça aussi, pour parler de ce marché et de ces spécificités du marché Cloud UGAP, donc propres à répondre justement aux enjeux vraiment spécifiques des collectivités. Et puis quel est bien sûr le rôle de la DINUM dans ce que vous représentez aujourd'hui dans ce marché. Alors ce marché, qui est porté par l'UGAP, mais dont la DINUM et la direction des achats de l'État sont prescripteurs, c'est un marché qui permet d'acheter des services cloud dans un cadre extrêmement sécurisé du point de vue du code de la commande publique. C'est rapide, on a une convention à signer avec l'UGAP et ensuite on peut accéder au catalogue de 9 fournisseurs de services qui sont les plus qui sont très représentatifs du marché, donc le catalogue est large. On a des prix qui sont imbattables parce que vous avez en fait un discount sur le prix catalogue public, même donc y compris la rémunération des intermédiaires. C'est un marché qui est pérenne, ça c'est extrêmement important. Quand vous achetez du cloud, quand vous remettez en concurrence tous les 3 ou 4 ans, si ça ne tombe pas sur le même fournisseur, vous déménagez. Voilà, ça c'est pas très bon. Et effectivement, ça c'est une prime pour l'investissement dans des machines qui vont rester chez soi. Là, avec ce marché, tous les 3 ou 4 ans, on remettra en jeu, je ne veux pas porter la poisse à Eugène, donc le rôle c'est le détenteur du marché aujourd'hui, c'est le titulaire aujourd'hui du marché, Capgemini. Demain, ça pourrait changer. En tout cas, personne ne sera obligé de déménager. Voilà. Et enfin, et ça c'est plus l'argument technique, c'est le fait que ça soit un marché qui soit 100% cloud, c'est-à-dire qu'on achète pour un montant, on peut acheter pour 2000 € de services cloud, de services d'infrastructure ou autres, et on les consomme au gré de ses besoins en accédant directement aux ressources. Voilà, donc c'est un très très bon marché cloud.
Très bien. Et alors, vous, alors toujours sur ce marché UGAP, Cloud UGAP, donc en avril dernier, donc j'ai lu que vous annonciez 300 projets finalement en cours. Et est-ce que, aujourd'hui, on en est où déjà et où se situent d'ailleurs en particulier les collectivités dans les chiffres dont vous allez nous parler? Alors c'est intéressant parce qu'on a vécu les 12 premiers mois du marché, on avait une croissance qui était à la fois en nombre de projets et en commandes prises qui était extrêmement régulière. C'était vraiment une pente constante. Et au premier anniversaire, on a vu la tendance changer. Et là, 3 mois après cette date anniversaire, on a plus 131% en montant de commandes et plus 34% en nombre de projets. Alors, ce qui est intéressant, ce différentiel, parce qu'à la fois on enrôle plus de projets et à la fois les projets, comme on a gagné en maturité cloud, on passe des commandes qui sont plus importantes parce qu'on a aussi du renouvellement. Ça, c'est intéressant. Alors, le point qui est moins reluisant, c'est le fait que les cotères soient, de notre point de vue, vraiment anormalement sous-représentés dans ce marché. Aujourd'hui, elles représentent 6% des commandes. Et donc on les invite, et je profite de l'occasion pour vraiment les inviter à rejoindre ce marché. On a un programme qui est le programme de transformation numérique des territoires qui peut leur apporter de l'assistance, tout comme Capgemini. Et vraiment, on a à cœur de les accueillir au sein de cette communauté et de cet élan. D'accord. Très, très rapidement, mais comment vous expliquez justement cette sous-représentation des collectivités territoriales dans le marché? Est-ce que il y a des freins internes, sans doute aussi. L'acculturation dont Eugène parlait, peut-être que faut mettre tout ça en place en interne. On a identifié beaucoup de freins et on a travaillé dessus. On a aussi beaucoup communiqué avec les collectivités et leurs représentants. Nous, ce qu'on observe, c'est d'une part, il manquait un marché de conseil adossé à ce marché de services cloud. Donc on a une consultation, l'UGAP a une consultation en cours et dans quelques mois on aura 42 services de prestations cloud qui permettront de mieux faire du cloud. Ça c'est une chose, depuis le conseil jusqu'aux opérations très techniques récurrentes. On a également vu que le modèle économique du cloud n'était pas forcément le plus favorable en premier abord, donc il fallait vraiment construire un business case. Alors le FCTVA était concomitant de l'ouverture du marché, c'est une démarche qu'on avait soutenue à la DINUM, mais visiblement ça n'a pas suffi, donc je pense qu'il faut vraiment faire le business case pour chacun. Après, on a 2 éléments qui sont très caractéristiques des collectivités, c'est d'une part le fait d'utiliser beaucoup de progiciels. Et donc, on a des actions avec l'ANSSI, avec la Direction Générale des Entreprises pour que les éditeurs de progiciels se fassent héberger sur des plateformes cloud. Ça, c'est une chose. Et après, on a effectivement le fait que dans la structure de consommation des collectivités, c'est beaucoup d'externalisation à des acteurs qui embarquent même l'hébergement. Donc, le cloud, c'est aussi réinternaliser cette partie de la stratégie informatique. Voilà. Bon, on espère que déjà, ce message sera entendu parce que c'est vrai que on comprend bien, nous, je suis inconvaincu puisqu'à force de faire des webinaires sur ces sujets-là, je vois bien tous les avantages à passer au cloud. Donc maintenant c'est vrai que ces freins, il faut quand même les lever et ça prend du temps. Eugène Ebara, toujours sur le marché UGAP, quel est justement, on a parlé un petit peu du rôle quel est le rôle de Capgemini dans le marché UGAP? Alors, Capgemini est le titulaire du marché. Ça veut dire que nous mettons à disposition des bénéficiaires tous les services évoqués par Vincent, à savoir le bénéficiaire signe une convention, accède à un portail où il peut consommer des services des 9 fournisseurs qui sont retenus au marché. À côté de ça, on fournit aussi un accompagnement en amont pour pouvoir justement les aider de manière cohérente à définir leurs besoins. Au travers du marché, il y a aussi ce qu'on appelle un parcours de choix qui permet aux moins expérimentés de pouvoir faire leur liste de courses, parce que les plus expérimentés n'en ont pas besoin, parce qu'ils viennent chercher ce qu'ils auront déjà défini en amont. On a un deuxième marché qui est le marché P2I, sur lequel on fournit des services plus autour vraiment de la définition de la stratégie et les plans de transformation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise et c'est vrai que l'appel d'offres évoqué par Vincent sur le marché service va permettre de combler finalement
ce trou-là, parce qu'il n'y a pas finalement de marché bout en bout qui permet de prendre un sujet cloud depuis la stratégie, la définition, la mise en œuvre et les opérations pour pouvoir fournir des services continus. Donc évidemment, on est en train de répondre aussi à ce marché. Très bien. Alors, bon, vous parliez, Vincent Coudrin et vous, Eugène Ebara, donc des 9 CSP, donc les 9 fournisseurs de cloud, et les solutions sur étagère. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer justement ce que ça permet aux collectivités, peut-être un peu plus dans le détail, qui font appel donc au marché UGAP? Alors, déjà, il faut comprendre, c'est que ce marché-là, il est conçu pour pouvoir accompagner les plus petites directions comme les plus grandes. Donc tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Un exemple concret, c'est que quand vous recevez aujourd'hui, quand on reçoit un marché cloud, traditionnellement, les services cloud sont à la charge du fournisseur. Aujourd'hui, avec ce marché-là, le bénéficiaire, lui, va souscrire via l'UGAP pour avoir des tarifs intéressants, des tarifs négociés, et la gouvernance qu'on fournit, parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en plus de l'accompagnement, on fournit aussi de la gouvernance pour pouvoir garantir de manière sécurisée que les services sont consommés dans le respect des règles, mais aussi dans les montants qui sont acquis. Donc par des mécanismes de suivi de consommation, d'alerting. On peut parler de FinOps, pour être précis. Voilà. Les bénéficiaires du marché, soit ils viennent avec une définition d'architecture en amont qui qualifie le besoin, et donc ils vont sélectionner les services chez les fournisseurs pour pouvoir, à l'issue de la commande, avoir les éléments pour pouvoir mettre en place leur plateforme. Ça va de la prise en compte de contraintes réglementaires. J'ai des problématiques de souveraineté ou pas. C'est pris en compte dans le choix. Les catalogues de services sont régulièrement mis à jour avec les fournisseurs. Ce n'est pas tout à fait parfait, mais on essaye de suivre le rythme que nous imposent les 9 CSP pour pouvoir mettre à jour ces catalogues de services. On a eu des débats intéressants sur la définition de ces services qui sont mis au catalogue, où s'arrêtent les services de plateforme, où s'arrêtent les services d'infrastructure, pour pouvoir rester dans le cadre de ce marché qui est un marché d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter du SaaS au travers de ce marché. Vous me le confirmez, Vincent? Alors, en fait, on a quand même une exception extrêmement large, et moi je m'en réjouis. En fait, on n'achète pas, parce que le modèle SaaS, qui est le modèle de consommation du logiciel sur le réseau, en gros, on pense, en fait, on va dissocier les applications qui sont utilisées par les équipes informatiques, et celles-ci sont présentes sur le marché, et ça c'est une très très bonne chose, y compris si c'est du SaaS, des applications pour les utilisateurs finaux. On peut penser par exemple à les suites collaboratives, les CRM, etc. Et ceux-là, on ne va pas les trouver sur le marché. Mais en revanche, on a bien dans le marché une gamme extrêmement large d'outils, quelle que soit la dénomination qu'on utilise parfois de IaaS, SaaS, mais qui sont pour les équipes informatiques. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Et c'est un facteur d'attractivité pour ce marché. Très bien. Alors, je vais, juste avant de peut-être continuer avec vous, Eugène Ebara, je vous proposer une nouvelle question d'internaute. Donc, il nous demande qu'en est-il de la protection des données de ma collectivité, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, Vincent Coudrin, dans le cadre d'un dispositif cloud, parce que vous parliez de la certification Secnum Cloud, etc. Enfin, mais en quoi le cloud en tant que tel, peut-être nativement, je ne sais pas s'il faut dire nativement d'ailleurs, mais implique une protection des données. Voilà. Alors du coup, je suis obligé de répondre en plusieurs parties. Effectivement, parce que la question de la protection des données, il faut l'entendre un peu sous deux angles. Il y a d'une part l'angle de cybersécurité. Donc est-ce que vos données sont protégées sous l'angle, est-ce que vous êtes protégé des attaques, des hackers
des gens malveillants, etc. Et ça, dans le cloud, vous allez pouvoir organiser la sécurité. Les plateformes cloud sont des plateformes qui sont extrêmement robustes. La plupart des gens, et je me réfère là encore à la ville de Drancy qui dit mais je ne pourrais pas organiser la sécurité à un niveau équivalent si j'étais chez moi. Donc c'est toujours mieux dans le cloud, quel que soit le cloud. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect de la souveraineté. C'est est-ce que vos données peuvent faire l'objet d'une requête de la part d'un gouvernement étranger, qui est la ligne rouge que nous, on s'est fixée pour l'État, là où on a autorité, quelque part, en disant on impose l'utilisation d'un cloud de confiance, c'est-à-dire qualifié Secnum Cloud. Voilà. Et ces solutions Secnum Cloud sont accessibles sur le marché de l'UGAP et on invite aussi les collectivités à s'y intéresser. Donc c'est une protection légale, mais contractuelle aussi, enfin via des protections contractuelles qui sont... C'est légal et contractuel. En général, contractuel, vous l'avez toujours, mais après, le contrat, si vous avez un conflit de normes, c'est-à-dire que si vous avez un contrat, mais qu'un gouvernement dit moi je veux accéder aux données, mais vous n'avez pas le droit de le dire à votre client final, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. D'accord. Donc ça, on s'en est protégé. Eugène Barra, je crois que vous vouliez répondre aussi à l'internaute. Je vais compléter, parce que de manière concrète, en termes de projet, on passe par une phase d'analyse, donc d'assessment de l'existant pour justement avoir cette classification et mettre en face les solutions techniques qui répondent aux exigences de conformité et les niveaux de sécurité. Sachant, comme Vincent l'a évoqué, qu'on est souvent mieux servi en termes de niveau de service chez les fournisseurs cloud et sans coût supplémentaire, puisque c'est fourni sur étagère, que si on devait soi-même mettre en place les mêmes niveaux de sécurité. Oui, c'est ça. Donc ça, il faut l'intégrer. Mais alors, on peut toujours avec vous, Eugène et Barra, les métiers, on parlait des freins tout à l'heure en interne au sein des collectivités et des acteurs publics en général, donc à passer au cloud. Les métiers donc, qui sont notamment dévolus au système d'information, donc les DSI de façon générique, se montrent parfois donc, inquiets à l'idée d'intégrer le cloud dans leur fonctionnement. Alors comment on les rassure? On a déjà commencé à avoir des bribes de réponse quand même, mais par rapport à leur métier et leur utilité finalement, Alors, dans les axes de transformation d'une direction informatique, il y a 3 dimensions. Ouais. Les infrastructures, les plateformes ou les applications, et on va mettre ensemble les processus et les hommes. On ne peut pas aller dans le cloud sans traiter ces 3 dimensions-là. On parle de changement de modèle opérationnel. C'est souvent les équipes d'infrastructure qui s'inquiètent parce qu'ils peuvent avoir l'impression de perdre du périmètre ou d'avoir moins de choses à faire. La réalité, c'est que, évidemment, il y a une évolution du métier qui arrive, puisque une partie des activités que vous avez l'habitude de faire sont déléguées chez l'autre. Donc ça veut dire que si on parle de matrice RACI, on monte dans les couches plus hautes pour pouvoir faire les actions. Donc on va se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée, qui va nécessiter de monter en compétences, de se former, de revoir l'organisation de travail avec les autres entités. Et je pense que mon voisin pourra bien l'expliquer. On va passer à Radio France, là. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Juste après. Mais ça passe par un vrai travail, et je reviens encore sur la culturation, un vrai travail qui doit venir de la direction pour insuffler un élan et inciter les gens à changer. On a des clients qui n'ont pas eu le choix parce que le DSI a dit à telle date, on ferme tous les data centers. Débrouillez-vous. Très bien. Voilà. Vous avez 1 an et demi, je dénonce le contrat, tout est fermé. Donc là il n'y a pas le choix. On y va, et donc on est obligé de s'organiser, de se faire accompagner quand on manque de bras, et de savoir, de se réorganiser avec le métier, parce que la position du métier par rapport à la consommation des services informatiques change aussi. Ils ne sont pas juste prescripteurs, du coup, une fois qu'on va dans le cloud. Voilà. Très bien. Bon, je sens que vous pourriez en parler longtemps, mais on peut en parler. Là, on peut parler de produits de changement, de ressources humaines, etc. Non, mais c'est très clair, on a les idées clés. Donc là, c'est vraiment le moment de passer à Radio France. Merci d'avoir patienté, Julien V. Donc voilà, comment, donc à cette belle partie avec vous, où vous allez nous expliquer comment Radio France s'est transformée et continue à se transformer. Et puis aussi, on va essayer de faire
avec vous trois, des parallèles avec les collectivités, entre cette expérience-là et la collectivité. Alors Julien Vey, est-ce que vous pouvez d'abord nous dresser un petit portrait numérique, enfin petit peut-être pas, mais un portrait numérique de Radio France? Je pense que je suis comme Eugène, je peux être très très long sur ces sujets. Du coup, le numérique à Radio France, aujourd'hui, c'est tout un tas de besoins. On a des sites web classiques, on a des applications mobiles, on a toute la distribution des podcasts, toute la diffusion du streaming. Et on a aussi plein de besoins qui sont arrivés on va dire avec les usages, la voiture connectée, les assistants vocaux. On a beaucoup de web radio aussi qui sont diffusés uniquement sur du numérique, qui ne sont pas diffusés sur la FM. Les web radios, on en fait tous les jours. On a parfois des canaux événementiels pour des concerts ou pour des choses comme ça. Des enregistrements de concerts. Très ponctuel en fait. Ouais, des enregistrements de concerts. Il y en a eu un cette semaine qui est diffusé sur le site de France Musique, qui ne peut pas être accessible sur de la radio classique, sur de la radio FM. Donc le numérique aujourd'hui, c'est vraiment tout ça, tout un ensemble d'usages qui n'existaient pas forcément il y a quelques années. Et qui, vu qu'on a réussi à mettre en place les socles de base, les sites, les applications, on peut construire par-dessus et créer de nouveaux usages et répondre plus facilement à des besoins qui vont être, comme vous disait tout à l'heure Eugène, il faut répondre rapidement à quelque chose, sinon les gens vont dire non, c'est pas possible, on ne le fait pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que vous répondez, déjà votre positionnement c'est de répondre aux nouveaux usages, donc liés aux nouveaux supports et voilà, aux nouveaux moyens de communication, mais vous en créez aussi. Ouais. Nous, l'objectif c'est vraiment de toucher nos auditeurs via le plus de canaux, via le plus d'usages possible qu'on peut. On est un service public quand même à la base, donc on veut toucher le plus de monde. C'est pour ça qu'on a 7 chaînes de radio qui ont des thématiques différentes, qui vont être plutôt musicales, plutôt parlées. Et vraiment, notre objectif, c'est d'aller conquérir du public, d'essayer de répondre à des audiences qui vont être variées, qui vont être diverses, et via tous les canaux qu'on peut avoir. Si on prend la FM classique, par exemple, les jeunes aujourd'hui vont plus trop avoir de récepteurs FM. Si on n'a pas d'application numérique pour toucher cette population-là, on ne les touchera jamais en fait. Et vous avez par exemple combien d'auditeurs simultanés aujourd'hui, en streaming? Aujourd'hui en streaming, sur l'ensemble de nos radios, on doit avoir des pics à 200 000 auditeurs simultanés en journée, je pense. Uniquement sur le numérique. On a 20 millions de podcasts téléchargés par mois, on a plusieurs dizaines de millions de vues sur toutes nos pages web. Donc tout ça, c'est des besoins auxquels on répond via le numérique et on va en parler grâce au cloud aussi. Ouais, on verra après dans le détail. Alors, quel choix justement vous avez fait en matière de transformation numérique au sens large, donc un peu l'historique finalement de votre réflexion et de vos actions, donc comment vous avez intégré le cloud, etc. Alors j'étais même pas encore à Radio France, mais on va dire en 2014-2015, on avait déjà des sites web qui étaient des sites web il y a une dizaine d'années. On avait un infogéreur qui gérait vraiment tout l'hébergement, toute la mise en production de nos sites, etc. On n'était pas du tout agile sur nos déploiements. On n'avait pas la main, on n'avait pas la connaissance de nos outils. Donc on laissait l'infogéreur. On était très lent, on va dire, en termes de réactivité quand une chaîne nous demandait une modification. Et le moment où elle apparaissait vraiment sur le site, il pouvait se passer plusieurs mois. Donc c'est là où on a commencé à vouloir se dire non, il faut qu'on reprenne la main, il faut qu'on reprenne les compétences chez nous. Et on a commencé à mettre en place un site web sur du cloud. Donc on est parti sur du cloud public, on a réinternalisé les connaissances, on va dire, et les compétences de comment on déploie, comment on développe nos applications, comment on gère des incidents aussi, tout un ensemble de choses qu'on déléguait à un infogérant, mais sur lequel on perdait totalement la maîtrise en fait. Et du coup, on a fait une sorte de petite spin-off de 4-5 personnes au tout début, vraiment qui se sont mis un peu en mode commando, où on veut sortir le site web, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était France Bleu. On veut refondre le site web de France Bleu, on veut le mettre en production, voilà, débrouillez-vous, on vous donne la carte bleue, vous allez sur le cloud et vous nous mettez ça en prod. Et au final, ça a bien marché, les chaînes ont vu que c'était productif, qu'on a pu aller assez vite, ça a été très rapide pour déployer tout ça. Et donc petit à petit, on a commencé à rajouter des choses. On est vraiment allé en itératif où on a commencé à mettre nos autres sites web du coup dessus. On avait des applications mobiles qu'on a développées en interne. Plus récemment, il y a 2-3 ans, on a réinternalisé toute la partie de diffusion du streaming audio numérique qu'on avait sous-traité, on va dire, à un fournisseur. On a tout réinternalisé chez nous et le cloud nous a permis de ne pas trop avoir à se préoccuper de problématiques de « faut que je commande des serveurs, il faut que je les installe, etc. Ouais, on a eu un peu le même problème que Eugène décrivait, où on est arrivé à une fin de contrat, je ne sais plus, on va dire au 15 septembre, et 3 mois avant, on s'est dit faut tout qu'on déploie. Ouais. Donc, si on avait dû commencer des serveurs, on n'aurait jamais pu avoir cette rapidité.
Là, on a commandé des serveurs virtuels, des ressources virtualisées, qui nous ont permis de monter assez rapidement en charge sur ce sujet-là. Est-ce que vous pourriez donner du coup plusieurs exemples de projets permis par le cloud? On en a déjà un petit peu parlé, mais qui soient ponctuels ou pérennes d'ailleurs. Ouais, il y a le streaming dont je parlais là. Oui. Aujourd'hui, on est en train de déployer une nouvelle plateforme, radiofrance.fr, qui a pour but de centraliser Oui, c'est important. toutes les radios, de mettre en avant la marque Radio France vis-à-vis des radios qui, elles, vont avoir une marque très identifiée, mais certains auditeurs qui écoutent FIP, par exemple, ne vont pas forcément raccrocher FIP à Radio France. Donc on veut essayer de centraliser, on va dire, toute l'écoute de l'audio à Radio France, et aussi pouvoir proposer, comme j'ai dit tout à l'heure, des contenus à des gens qui ne vont pas y aller naturellement. Donc des gens qui vont venir écouter France Inter, on peut leur recommander des contenus de France Culture. Ça, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et tout ce bloc de recommandations aussi, c'est des usages qu'on peut plus facilement mettre en avant avec le cloud, parce qu'il y a notamment des services qui sont entre l'IaaS et le SaaS, qui permettent de faire du machine learning ou ce genre de choses. Et comment alors vous avez appréhendé la dimension transformation de l'organisation dans votre passage au cloud, et la transformation humaine en particulier? Ouais. Alors en fait, je pense que c'est important de se dire que quand on va sur le cloud, ce n'est pas qu'un problème technique, qu'un problème de serveur, c'est vraiment un problème d'organisation et de culture. Nous, on est parti dès le départ sur les 4-5 personnes qui ont commencé ça, sur une organisation agile, donc vraiment sans silo, sans rien. On a des développeurs, on a des gens qui sont ops, qui vont travailler ensemble. On a grossi, aujourd'hui on est 200 personnes à la direction du numérique, donc on n'est plus trop les 5 personnes de l'époque. Mais on est toujours resté dans ce cadre d'agilité où on évite au maximum les silos, on fait des équipes pluridisciplinaires qui vont avoir des compétences diverses et qui vont pouvoir travailler, on va dire, plus rapidement et plus efficacement sur tout un tas de sujets. D'ailleurs, vous en avez parlé un petit peu, mais le profil de votre équipe interne, comment déjà vous avez dû l'accompagner, la former éventuellement, ou ça s'est fait comme ça en apprenant? Vous parliez d'itération, ça s'est fait comme ça? Est-ce qu'il y a des formations mises en place? On a plusieurs profils, on va dire. On a les profils qu'on a recrutés, on va dire, depuis qu'on a fait cette transformation, qui vont être des profils qui sont déjà acculturés au cloud, qui ont vraiment la connaissance du qu'est-ce que le cloud, comment ça marche, etc. Et par contre, d'autres profils, on va dire, même des gens qui ne vont pas être techniques, qui vont être dans les chaînes, où on a vraiment besoin de les acculturer et dire, là, on est capable potentiellement de faire ça rapidement, il faut juste que vous nous énonciez les besoins, et on va le faire en itératif. Et pas avoir cette notion de cycle en V qu'on peut avoir, on va dire, de façon classique, où les gens, ils arrivent avec un gros pavé pour nous dire, on veut mettre ça. Nous, on est vraiment dans l'itératif et dire, non, dites-nous juste le début, on vous montre quelque chose, vous nous dites si ça ne va pas, etc., et on itère dessus. Donc c'est ce côté agilité, culture, itération assez fine qui va être permise par le cloud. Et même si on a la base technique et qu'on n'a pas cette culture, les deux ne vont pas forcément marcher. Et alors pour rebondir, faire référence à ce que disait Eugène Ebara tout à l'heure sur l'acculturation, qui est aussi l'implication du management finalement, du top management, c'est valable pour les collectifs évidemment aussi, les collectivités. Quelle a été du coup l'implication du management, du top management même en particulier, à la maison de la radio, à Radio France? Au tout début, je pense qu'ils ne voyaient pas forcément l'intérêt, on va dire. C'était vraiment une spin-off et un directeur qui s'est dit on fait ça. Ouais. Et en fait, quand ils ont vu que ça marchait, ils ont vu qu'on répondait rapidement aux besoins, ils ont vu qu'on avait des SLA très corrects, etc. Ils se sont dit mais c'est bien en fait. Et on a un peu donné l'exemple, on va dire, à suivre. Parce que tout Radio France n'est pas encore passé sur du cloud. On a énormément d'infrastructures encore physiques au sein de la maison de la radio. C'est normal, on a des studios d'enregistrement, on a tout un tas de choses. Aujourd'hui, c'est vraiment intégré directement au sein de la direction où la stratégie, c'est d'aller sur du cloud. Selon les directions, ça ne va pas être fait à la même vitesse, ça ne va pas forcément être fait exactement de la même façon, mais c'est la stratégie parce qu'on a prouvé par l'exemple qu'on était capable de répondre à des problématiques de scalabilité, par exemple, où pendant le Covid l'année dernière, on a eu énormément de visites sur nos sites web, énormément d'écoutes de la radio. Et le cloud nous a permis de répondre à ces demandes plus élevées sans vraiment se préoccuper des problématiques. D'accord, et alors en quoi, alors ça c'est une question que je vais vous poser à tous les deux, à Eugène Ebara et à vous, Julien Vey. En quoi du coup la démarche de Radio France est-elle, alors d'abord vous évidemment Julien Vey, puisque vous êtes de Radio France, est-elle comparable à celle d'une collectivité qui souhaiterait passer au cloud? Je
pense que notre démarche, elle est comparable d'il y a 5 ans, où quand je disais on a commencé, où on voulait faire des choses, mais on était bloqué un peu par tout, on va dire, l'inertie de l'infrastructure qui était en place. Et le cloud permet vraiment d'expérimenter. Comme le disait Vincent tout à l'heure, on peut mettre des tout petits budgets sur un projet, moins de 2000 €, et on peut mettre quelque chose qui est visible et qui va être montrable aux utilisateurs. Donc c'est vraiment ça, nous, aujourd'hui, qui est comparable aux collectivités. C'est ce côté, on a commencé très petit et on a juste itéré. À l'échelle de Radio France, on a itéré assez gros, mais potentiellement, on aurait pu itérer. C'est le parcours d'une collectivité, finalement, Eugène Ibarra. Moi, je pense que c'est un bon exemple, hein, parce que les collectivités, on ne va pas revenir sur le sujet de la culturation, parce qu'effectivement, mais on peut commencer petit. On peut commencer petit, avec une approche produit, hein, pour le coup, parce que c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va montrer un produit pas forcément fini, mais des éléments qui vont encourager. On va itérer. Les besoins vont permettre on va dire, de passer à l'échelle. Montrer des résultats un peu rapides, qui vont permettre justement de créer de l'adhésion. Et ensuite, amener aussi des accès à l'innovation plus rapidement. Dans leur domaine, effectivement, oui, l'accès à la radio par le numérique, c'est le moyen aujourd'hui que tout le monde utilise. On écoute la radio sur son téléphone, sur son ordinateur. Je ne sais plus si on voit encore des radios... Alors, il y a encore des radios. Il y a un nouveau protocole numérique qui s'appelle le DAB+, qui est la FM en numérique, la TNT de la radio, on va dire, qui est aussi du numérique. Donc, eux, ils ont besoin aussi en termes de, je parle en anglais, de time to market, hein, de rester aussi à la pointe de la technologie, de bénéficier des innovations qui sont disponibles dans le cloud pour pouvoir amener des services de plus en plus innovants et répondre à ces problématiques. Pour les collectivités, sans forcément aller jusque-là, on peut aller chercher des réponses à des besoins fonctionnels ou métiers en ayant accès à de la technologie. On a parlé tout à l'heure de ce que fait la mairie de Drancy pour les poubelles, l'IA pour la reconnaissance faciale. Enfin, voilà, tous ces éléments-là permettent aussi de rendre des services concrets aux collectivités. Et il faut juste mettre les pieds dans la porte et il faut y aller. Très bien. Alors bon, je vous annonce juste qu'on a dépassé les 45 minutes. Par contre, on va peut-être s'octroyer peut-être 4 minutes, voilà, pour finir. Parce qu'on a quand même 2-3 choses à aborder, notamment les résultats qui commencent à tomber là sur du sondage qu'on vous a proposé donc tout à l'heure. Juste sur la notion de service public aussi, peut-être pour rester sur le parallèle, hein, il y a quand même un vrai parallèle entre les collectivités et Radio France, finalement. Eugène Ibarra, peut-être toujours. Alors, les efforts que l'État a fait, c'est il y a plusieurs bénéfices. Il y a le fait de pouvoir fournir de la ressource la manière la plus simple, la plus accessible et la moins coûteuse. Ça, c'est le bénéfice finalement à l'arrivée. Hein, et c'est un service public en fait, de pouvoir faire ça. Très bien. Julien Vey, peut-être nous, tant que la notion de service public, public. on a vraiment des notions de disponibilité, d'accessibilité et de SLA. Je prends un exemple, le soir d'un attentat par exemple, ou d'une soirée électorale, si Radio France n'est pas là pour que les gens puissent écouter la radio ou voir les informations, on ne répond pas à notre problématique de service public. Donc accessibilité, disponibilité, c'est vraiment des enjeux très très forts chez nous. Alors merci, je vais vous poser vraiment une dernière question à laquelle je vous proposais de répondre tous les trois. Et ensuite on commentera le sondage et puis on pourra se donner congé. Donc quels seraient du coup vos 3 principaux conseils donc, donnés aux collectivités qui souhaiteraient passer au cloud? On va commencer par vous, Eugène. Je pense que dans le contexte des collectivités, dans la mesure du possible, il faut identifier des bénéfices qu'on va aller chercher en termes de retour sur investissement, parce qu'il y a des leviers incitatifs qui permettent de le faire. Il faut effectivement changer, identifier aussi les douleurs qu'on a, hein, parce que on peut aller résoudre des problèmes aussi, ça permet de prioriser les projets à lancer.
Et puis aussi, très clairement, ne pas négliger l'organisation et les processus, qui sont clés, qui sont au moins aussi importants que la technologie. Et Vincent Coudrin, vos conseils. Bon, on a dit 3, c'est un peu... Ouais, voilà. mon premier, le conseil, pour résumer, c'est allez-y. Ce que nous enseigne l'expérience du cloud, c'est toute sortie définitive. Les gens qui ont commencé à faire du cloud ne font jamais marche arrière. Ouais. Donc, allez-y, prenez le toboggan, c'est tout. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir des problèmes. Vous allez ces problèmes d'acculturation, ces problèmes d'organisation, ces freins techniques aussi, parce qu'il y a des choses à faire. Et sur ce chemin, vous allez à la fois traiter ces sujets techniques, de réseau, de sécurité, etc., de compétences, et à la fois vous allez forger vos convictions sur ce que le cloud peut faire pour vous, c'est-à-dire ce modèle de production très soutenable, où on peut aller jusqu'à 200 personnes, ça ne s'effondre pas sous son propre poids, et on continue de faire des services extrêmement innovants. Voilà, donc vous allez vous faire vos... Mais allez-y, c'est vraiment le premier pas à coûte, c'est tout. Exactement. Et vous ne regretterez pas, c'est ma promesse. Julien V. Je rejoins un peu Vincent, il ne faut pas hésiter à expérimenter. Le cloud, c'est quand même à la base du paiement à l'usage, donc on peut partir très très petit, vraiment itérer, et construire, on va dire, à son échelle, nos besoins via du cloud. Et ne pas oublier d'intégrer, on va dire, l'organisation, la culture dans cette transformation, et ce n'est pas uniquement une transformation technique et un changement de serveur, on va dire. Très bien, puis réfléchir peut-être aussi à la méthode, ce dont vous parliez tout à l'heure. On ne va pas tout répéter, mais voilà, merci beaucoup à vous trois. Alors on va, juste avant de se quitter, donc je vais vous donner, c'est intéressant, les résultats au sondage. Donc je rappelle la question, lequel de ces mots pourrait prioritairement vous inciter à passer votre collectivité sur le cloud? Donc c'est assez simple, à 80% vous nous avez répondu que c'est un retard dans la transformation numérique, donc on voit que c'est une conscience d'où chacun en est, chaque répondant en est dans sa collectivité, en tout cas en tant qu'acteur public, de manière globale, parce que là on parle vraiment de transformation globale, et à 20% des services publics peu innovants. Donc ça, on sent que c'est quand même le premier besoin qui doit être servi en fait. Et ça, le cloud, on l'a compris, peut vraiment les aider à servir. Donc, merci beaucoup à tous, ce webinaire s'achève. Merci à nos intervenants, donc merci aussi aux participants de nous avoir suivis et pour leurs questions qui ont permis d'autres éclairages. Donc on a vu, on n'a pas tout posé, donc n'hésitez pas, évidemment, vous avez dû avoir dans le chat une invitation à poursuivre la discussion, donc avec un mail de contact vers Capgemini. Donc pour poser vos questions peut-être plus spécifiques. Alors ce webinaire pour information sera disponible dans les heures à venir en replay sur le site de la Gazette des Communes. Au revoir à toutes et à tous et portez-vous bien, bien sûr. Merci, au revoir. Au revoir.